Chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Politique Bantou by Manu. Nous allons parler relations internationales, mais plus précisément aujourd'hui, nous allons explorer le côté culturel des relations internationales. Je suis Sodi Manuela, étudiante en relations internationales, passionnée par les questions de gouvernance, diplomatie, relations internationales et sociales. Le thème d'aujourd'hui est la culture africaine dans les relations internationales. J'ai avec moi un intervenant percutant, un docteur, un expert dans son domaine, Monsieur Wabi Radi. Je vais le laisser se présenter. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, et bonne arrivée surtout dans nos locaux. Merci, madame, de m'avoir reçu dans ce somptueux studio pour explorer avec vous cette thématique qui touche à la culture africaine dans les relations internationales. Merci, monsieur Radi, mais j'aimerais bien que vous vous présentez auprès des internautes afin qu'ils puissent savoir avec qui nous sommes en train d'explorer ce sujet, ce thème aussi global. Merci, madame Manuela Sodi. Je suis docteur Wabi Radi. Je suis docteur en art, culture et développement, enseignant-chercheur des universités, spécialiste des questions liées à la culture dans les relations internationales ou aux relations culturelles internationales. Merci, madame. Je vous en prie. J'ai préparé 4 questions dont nous allons explorer afin que nous puissions être à l'affût de ce qui range notre société. Car nous ne pourrions pas parler de relations internationales sans parler de notre identité, de notre essence qui est la culture. La première question est la suivante. Est-ce que la culture africaine pèse-t-elle dans les relations internationales ? Merci, madame, pour cette question. Mais avant de répondre à cette question, vous me permettrez de faire un petit détour sur les concepts clés qu'englobe cette question, à savoir relations internationales, culture et Afrique. Les relations internationales, pour aller vite, nous pouvons les définir comme étant l'ensemble des rapports qu'entretiennent les groupes humains en franchissant les frontières. C'est un champ d'étude qui est vaste, qui englobe plusieurs sous-disciplines, à savoir la politique, le droit international, l'économie, auquel s'est ajouté tout dernièrement la culture. Donc, si on veut parler des relations internationales, on doit avoir présent à l'esprit ces 4 piliers que sont la politique, le droit international, l'économie et la culture. La culture, si on doit la définir, elle autre, on peut tout simplement dire quel est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, caractérisant un peuple ou un groupe social. Elle englobe les arts, les lettres, les systèmes de valeurs, les droits de l'être humain, les croyances et traditions. Voilà comment l'UNESCO définit la culture. Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il a fallu un combat scientifique, un combat intellectuel avant qu'on en arrive à cette définition de la culture. Parce que pendant longtemps, la culture a été souvent définie dans une vision eurocentriste. C'est-à-dire, seuls ont la culture les peuples européens, excluant de fait les peuples africains. Et ceci a été savamment construit, cette vision a été savamment construite pour légitimer l'œuvre, entre guillemets, civilisatrice de la colonisation. Mais il a fallu attendre, disons, le XXe siècle, déjà même à partir de la fin du XIXe siècle, grâce aux anthropologues comme Edward Taylor, on avait déjà commencé à définir la culture comme cet ensemble complexe qui englobe les arts, les coutumes,
les traditions et toute autre aptitude et habitude acquise par l'homme en tant que membre de la société. L'une des conséquences majeures de cette définition anthropologique de la culture, c'est ceci. À travers cette définition, toutes les cultures s'équivalent. Toutes les cultures se valent. Il n'y a pas une culture supérieure et une culture inférieure. Il n'y a pas une culture pouvant dominer l'autre. Vous voyez, donc les cultures s'équivalent. Je reviens maintenant à la question que vous avez posée. Est-ce que la culture africaine pèse dans les relations internationales? Je dirais, ma réponse sera un peu mitigée. Oui et non. Oui, en disant oui, c'est juste pour affirmer que la culture africaine est prise en compte dans les relations internationales. Pourquoi? Parce que les relations internationales, depuis 1945, depuis la création de l'ONU, sont fondées sur les principes mis en place par l'ONU. À travers l'UNESCO, la coopération culturelle internationale repose sur 7 principes spécifiques que nous pouvons citer. Il y a d'abord le principe de coopération, le principe du respect de toutes les cultures, le principe selon lequel toutes les cultures sont égales en termes de dignité. Il y a également le principe selon lequel la culture doit servir pour la paix. Après ça, nous avons le principe du développement culturellement durable. Nous avons également le principe de la diversité culturelle et enfin le principe du patrimoine culturel. Voilà. Or, toutes les coopérations culturelles qui se font à travers les différents États sont fondées sur ces principes-là. C'est grâce à ces principes que lorsque l'UNESCO reconnaît par exemple la Tour Eiffel comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, selon ce même principe, on a pu reconnaître par exemple les palais royaux d'Abomey, les Tata Somba qu'on appelle également Tata Koutamakou au Togo. C'est selon ce même principe que le Guélédé a été reconnu comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est selon ce même principe que IFA est reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, si on prend ces principes-là, on peut dire que la culture africaine compte. Mais je dirais également non. La culture africaine ne pèse pas pour autant dans les relations internationales. Pourquoi? Avant de dire qu'une culture pèse, il faut que cette culture ait l'influence de certains grands peuples que nous avons aujourd'hui, certaines grandes puissances que nous avons aujourd'hui. Je donne l'exemple. Quand on prend par exemple le facteur langue, nous n'avons pas une langue propre à nous. Lorsque Poutine se déplace, à quoi s'attend-on quand il va prendre la parole? Pour parler le russe. Lorsque Xi Jinping se déplace, à quoi s'attend-on? Il va parler chinois. Si Narendra Modi se déplace, quelle langue il va parler? Il va parler une langue indienne. Si le président ou le premier ministre japonais se déplace, il va parler le japonais. Quand un président africain se déplace, on peut déjà prévoir la langue qu'il va parler. Si ce n'est pas le français, ça sera anglais, peut-être l'espagnol ou le portugais. Et il sait tellement bien parler ces langues, il connaît toutes les tournures qu'il faut même pour montrer qu'il maîtrise la langue étrangère. Avec ces réalités-là, est-ce que nous pouvons dire que nos langues pèsent? Donc, nos langues déjà ne pèsent pas dans les relations internationales. Nous prenons également le deuxième volet de la culture, la croyance et religion. L'auteur américain Samuel Huntington, dans son livre intitulé « Le choc des civilisations », prévoyait déjà que le monde contemporain va vivre une période où les grandes civilisations vont s'affronter. Mais lorsqu'il a énuméré les 5 grandes civilisations qu'il a pu identifier sur notre planète, force est de constater que la civilisation africaine ne fait pas partie des 5 grandes civilisations qu'il a pu énumérer.
Les grandes civilisations que Huntington a énumérées, il y a par exemple la civilisation judéo-chrétienne, parce que il s'est fondé, il s'est appuyé sur le facteur religion pour identifier les grandes civilisations. Comme il a l'habitude de le dire, il dit, là où il y a civilisation, c'est qu'il y a d'abord une grande religion. Donc, il a identifié la civilisation judéo-chrétienne, qui est où on retrouve l'Occident, qui symbolise une grande civilisation qui dirige actuellement le monde. Il a identifié également la civilisation islamique, qui veut détrôner la civilisation occidentale, donc judéo-chrétienne. Troisième civilisation, la civilisation bouddhiste. Il a reconnu ça, les Chinois, qui sont un grand peuple. Ils ont une civilisation, parce qu'ils ont une grande religion, qui est le bouddhisme. Quatrième, la civilisation indienne. Et cinquième, la civilisation japonaise. Lorsqu'il a voulu évoquer la question africaine, il a bien dit que là, il a bien reconnu que l'Afrique ne constitue pas une grande civilisation parce que nous n'avons pas une grande religion. Et il a justifié cela en disant que lorsque nous prenons le nord de l'Afrique, il est islamique. Lorsqu'on prend les pays du sud, au niveau de la côte, ils sont chrétiens. Il a reconnu, bien sûr, qu'au milieu de ces deux-là, de la partie islamique et de la partie judéo-chrétienne de l'Afrique, qu'il y a quelques traces de pratiquants d'une religion qu'on pourrait appeler l'animisme. Mais il a estimé que cela ne pèse rien pour qu'on puisse dire qu'il représente une civilisation africaine basée sur une véritable religion africaine. Mais en parlant d'animistes, Monsieur Radi, oui. Déjà lorsque nous parlons du vaudou, parce que les animistes, pour les internautes qui ne le savent pas, ce sont des personnes qui pratiquent le vaudou. Ceux qui pratiquent par exemple le vaudou, nous avons constaté, fort été de constater que le vaudou a été exporté au Brésil. Ce qui signifie que, selon moi, je pense qu'il y a quand même une forte croyance, parce que si déjà le vaudou a été s'il a été importé, ce qui signifie que il y a quand même une force, il y a quand même, il doit quand même être respecté. Donc j'aimerais savoir au fait, si le vaudou a été importé au Brésil, n'y a-t-il pas un moyen, une lueur d'espoir pour se dire que notre religion est quand même respectée? Oui, le vaudou a été exporté vers le Brésil. Mais au Brésil, ils ont reconnu, parce qu'il y a beaucoup de communautés dans l'état du Bahia, si vous ne le savez pas, ce n'est pas seulement que le vaudou est reconnu comme une religion importante au Brésil, mais l'état de Bahia a même érigé le Yoruba comme la langue officielle de cet état. Vous voyez? Mais on ne doit pas s'appuyer sur les efforts que font les Brésiliens pour nous affirmer. Nous autres, là, pendant ce temps, que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est vrai qu'il y a quelques efforts à travers certains pays, mais ce n'est pas encore suffisant. Et le vaste programme de déprogrammation, de déconstruction qui a eu lieu pendant la colonisation fait que la tâche qui nous attend est grande, énorme, et qu'on ne peut pas changer rapidement ce système-là avec quelques actions éparses. Il faut réellement une synergie d'action entre tous les États africains pour pouvoir aboutir à un objectif beaucoup plus beaucoup plus solide, plus renforcé, qui nous permettra de poser les bases nécessaires pour le rayonnement de notre culture, de la culture africaine, afin qu'on puisse vraiment s'affirmer dans ce monde. Parce que l'Africain, qu'est-ce qu'il fait du point de vue religieux quand il veut s'affirmer? Quand il ne va pas à la Mecque, quand il va à la Mecque, il revient, il porte le nom de El Hadj, il est content. Voyez. Bon, l'Africain, regardons ce qui se passe tous les jours.
Quand il doit porter un nom typiquement vaudou, il voit que c'est diabolique. Mais quand le nom n'est pas chrétien ou musulman, on ne se sent pas soi-même. Tout est parti de là. Il faut faire un véritable travail de reconstruction, de reprogrammation. Parce qu'on a été déconstruit, on a été déprogrammé. Il faut maintenant reprogrammer et reconstruire. C'est ce que je peux dire. Mais en parlant de langue tout à l'heure, vous avez parlé de la langue. Oui. Si l'Afrique devait adopter une langue qui allait permettre de communiquer en dehors de l'Afrique, quelle sera cette langue-là qui représentera vraiment, réellement l'Afrique? Bon. Sans vouloir vous couper, parce que nous avons une multitude de langues. Multitude de langues. Il y a l'Ewe, il y a le Fon, il y a le Lingala. Merci, madame. La question des langues est une question cruciale. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut regarder les choses dans une vision beaucoup plus globale. Mais si on aborde la question dans une vision minimaliste, intérieure, interne à nos petits pays, je pense qu'on ne va pas vite trouver de solution. Ce qu'il faut déjà reconnaître, c'est que l'Afrique est vaste et elle est subdivisée en de grandes régions. Et il est clair que lorsqu'on prend ces grands ensembles régionaux, il y a quand même des langues qui émergent, qui arrivent à traverser plusieurs frontières, des langues qu'on utilise déjà pour le commerce, des langues qui sont utilisées dans les médias, des langues qui ont permis, peut-être, où des efforts ont été faits pour domestiquer la science, pour diffuser la science. Donc, il faut partir de cette synergie globale, régionale, pour aboutir à des synergies nationales. C'est ça. Selon moi, la région de l'Afrique centrale pourrait adopté une langue, ou au plus deux. La région de la CEDEAO peut adopter 1, 2 ou 3 langues au plus. Et ces langues, les chercheurs, les scientifiques peuvent travailler pour faire des recherches, écrire, faire des publications pour valoriser ces langues. Parce que ce qu'il faut reconnaître, au début, le français n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça. C'était le grec. Au début, également, la science était diffusée en égyptien. Il a fallu un travail de traduction, un travail de pionnier pour ces peuples-là, pour qu'aujourd'hui, de façon naturelle, de façon normale, on pense que quand il y a science, il faut nécessairement, là où il y a science, c'est qu'il y a nécessairement une langue européenne. C'est faux. La science se fait également en chinois, en russe, dans toutes les langues, en japonais. Quand vous allez en Russie, vous allez étudier en russe. Vous allez au Japon, vous allez étudier. Donc la science, elle est universelle. Elle peut s'adapter à toutes les langues. Mais les pays africains doivent vraiment se doter d'une politique de langue vraiment conséquente. C'est ce que je peux dire par rapport à ces questions. Vous ne trouvez pas que par rapport aux langues, ça sera un très grand travail qui doit être accompagné par de grandes institutions internationales? Les institutions internationales viendront appuyer les initiatives régionales ou nationales. Tant qu'au niveau étatique, rien n'est fait de façon conséquente, on n'aura pas de solution. Et je comprends, c'est une question très complexe parce que à la tête de nos États se trouvent des dirigeants qui sont tous des politiciens. Choisir une langue nationale, ça pose un problème politique majeur. Oui. Et personne ne veut être impopulaire. Et également, une langue, aujourd'hui, les langues nationales, si on doit les choisir dans nos États, on ne doit pas les imposer. Parce que si on impose, ça risque d'amener quelque chose. Pour moi, j'ai des propositions. Peut-être, au plan national, on peut mettre en place un fonds
pour encourager toutes les publications. On va d'abord regrouper les pays, les communautés linguistiques là, en 3, 4 ou 5, on va les regrouper en de grands ensembles linguistiques. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Bénin, et quand vous allez au ministère de la Culture, on a décomposé le patrimoine, les agences de gestion du patrimoine culturel, on a du patrimoine immatériel surtout, on a le patrimoine, les culturels Adjatado, les culturels Yoruba, les culturels des peuples des montagnes et les culturels de Borgou Alibori. Si on fait la même chose pour les grands ensembles linguistiques, on peut déposer par exemple un fonds et on demande aux membres de ces communautés-là, chaque communauté, chaque fois qu'il y a des publications à faire, on va financer ça. On se donne peut-être 5 ans. Vous allez voir, chaque région va encourager ceux qui veulent publier dans sa langue. Il y aura plus ou moins une certaine motivation, un certain engouement. Vous voyez, si vous savez que le EV est choisi dans ma région et on nous a donné 5 ans, donc il y aura beaucoup de personnes qui vont publier, qui vont faire beaucoup de publications. Et il y a déjà le fonds qui va les aider. Au bout de 5 ans, on va faire alors le bilan. Les régions où il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de recherches qui ont été faites et publiées dans les langues nationales, on pourrait dire, voici la langue qui émerge scientifiquement. Donc, cette langue-là pourrait être choisie comme la langue de l'éducation, pour cette région. Et si on le réussit du point de vue régional, on pourrait envisager maintenant la même chose au plan national. Il faut mettre les communautés en compétition, puisque nous dormons trop. Lorsqu'on fait des recherches également, on est fier que ça soit publié en français ou en anglais. Alors que si on publie le fruit de nos recherches dans nos langues nationales, cela contribuera au renforcement de notre identité culturelle. Voilà ce que je peux dire sur la question des langues. Je vous remercie. Merci, madame. Alors, nous allons passer à la seconde question. Comment la culture peut-elle être un levier de soft power pour l'Afrique? Il faut d'abord définir ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est ce qu'on pourrait définir par la diplomatie douce, c'est-à-dire des moyens qui permettent de résoudre, d'atteindre les objectifs, les mêmes objectifs que la diplomatie classique utilise, sans utiliser les mêmes moyens que la diplomatie classique. Donc, en passant par les arts, en passant par les religions, en passant par l'appartenance, beaucoup d'autres appartenances religieuses, en passant par d'autres réseaux culturels. La musique, vous voyez, quand peut-être Koffi Olomide arrive dans un pays, vous voyez l'engouement qu'il suscite. Alors, si le Congo veut obtenir quelque chose d'un État, d'un autre État, alors qu'on sait que Koffi Olomide est vraiment aimé au niveau de cet État par les peuples de cette nation, on pouvait passer par exemple par Koffi Olomide pour passer ce message. Donc, je pense que beaucoup d'initiatives existent à ce sujet au niveau africain. Il faut d'abord savoir que le soft power, c'est pendant la guerre froide qu'il a été démontré que la culture peut être utilisée comme soft power. Et c'est ça qui a justifié le fait que les Américains, ils ont beaucoup investi dans la culture. Vous voyez, pendant longtemps, mais avant eux, la France avait déjà perçu cela. Parce que pendant le 18e et le 19e siècle, vous voyez, la France a misé beaucoup sur la diffusion de la langue française. Vous voyez, à travers des dons de livres, des ONG qui font des dons de livres. Mais chaque fois que vous bénéficiez des dons de livres, sachez que c'est la diffusion d'une langue étrangère qui est cachée derrière. Vous voyez, Alliance française,
construction des bibliothèques, centres culturels. C'est bon, parce que c'est de bonne guerre. On ne peut pas refuser aux peuples qui ont compris de mettre en place un système pour faire rayonner leur culture. Les peuples qui ne le font pas, c'est à ces peuples-là de prendre, de corriger le retard. C'est ce que je peux dire. Donc, beaucoup d'initiatives se font dans le cadre du soft power. On peut citer ce que nous venons de dire. On a beaucoup de choses ont été faites en utilisant les arts comme élément de soft power. On a connu le Vodou Days. Le Vodou Days. C'est également un instrument de soft power parce que beaucoup de Noirs américains, d'Afro-américains, ils arrivent, ils sont fiers de se retrouver sur la terre africaine, leur terre d'origine, à supposer que ceux-là occupent peut-être des postes politiques au Congrès, au Sénat américain, et que peut-être le Bénin veut résoudre un problème. Vous voyez, c'est plus facile de passer par ceux-là que par les canaux traditionnels connus comme les canaux diplomatiques. Donc, des initiatives se font à ce niveau et c'est à encourager. Monsieur Radi, merci pour votre intervention. J'ai encore une question à vous poser, l'avant-dernière. Quels sont les obstacles qui empêchent la valorisation globale de notre culture africaine? Merci, madame. Les obstacles au rayonnement culturel de l'Afrique. Pour répondre à cette question, j'évoquerai d'abord les faits historiques. Parce que pendant la colonisation, notre culture, où les peuples africains ont été victimes de pillages, de braquages, de beaucoup d'objets religieux, d'œuvres d'art, tout ce qui appartenait à leur culture. C'était également la période où on a mis en place une politique d'aliénation culturelle de tous les peuples colonisés. En plus, en dehors de cela, on peut citer aujourd'hui comme obstacle le manque de données. Sans vouloir vous couper, oui. Vous avez parlé de pillage, oui. Vous avez parlé de déconstruction, oui. et tout. Mais est-ce que nous sommes vraiment les victimes dans cette histoire où nous avons été les prédateurs de nos propres frères africains? C'est une question profonde, une question complexe. Beaucoup, et ça divise la communauté scientifique parce que certains estimaient que les Africains ont été complices, nos rois avaient été complices, mais personnellement, je pense que ceux qu'on devrait accuser le plus, ce sont ceux qui sont venus, qui ont élaboré une politique, qui ont mis en place des stratégies. Et nos rois n'étaient pas forts, n'étaient plus forts. Ils n'avaient pas le choix. C'est ce qu'il fallait comprendre. Ils avaient quel choix? Lorsque vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de choix, ça s'impose à vous. Pas pour les disculper à 100%, mais il faut reconnaître que avec les armes que les Européens avaient en ce moment, est-ce que nos rois avaient le choix? Maintenant, pendant la colonisation s'est soldée par des résistances à plusieurs endroits. Pourquoi, si on avait le choix, les peuples européens, le peuple colonisateur n'avait pas reculé? Lorsque Béhanzin s'opposait, parce que Béhanzin arrivait à un moment donné, pour ne citer que son argent, il dit, bon, écoutez, je vais aller voir le roi de la France là. Lui, il est chez lui là-bas là. J'ai fait quoi? Et il m'envoie toute une armée pour venir m'envahir et prendre ma terre. Bon, je lui ai fait quoi? Je veux vraiment aller le rencontrer. C'est ça malheureusement, quand Béhanzin, le voyage a été arrangé, lui pensait aller discuter réellement avec le souverain français. Mais on l'a orienté plutôt vers vers la Martinique. Vous voyez.
Donc, voilà des gens qui se sont opposés à la colonisation, mais qu'on a soumis par la force. Donc, à partir de là, moi, je ne peux pas dire que je ne peux pas soutenir qu'on a été complice, comme certains le croient. Voilà. Donc, pour revenir à la question le rayonnement de... Voilà, les obstacles au rayonnement. Donc, j'ai évoqué d'abord les faits historiques constitués de pillage, de braquage, constitués de politiques d'assimilation et d'aliénation. À cela s'ajoute aussi, aujourd'hui, au manque de financement, c'est-à-dire, et cela découle d'un manque de politique culturelle conséquente. Vous voyez, la culture n'est pas financée comme cela devrait l'être, et cela se justifie. Cela se justifie par des arguments tels que, la culture ne produit rien, elle est un domaine budgétivore. Vous voyez, lorsqu'on veut élaborer le budget, ce qui importe, il y a des domaines de souveraineté, comme l'éducation, ce qui est normal, comme l'agriculture, il faut nourrir son peuple, comme la santé, il faut quand même soigner son peuple. Comme la sécurité, vous voyez. Mais lorsque on veut que la culture soit financée dans nos programmes d'action gouvernementale au même titre que la sécurité, la santé, tout ça, tout ce que nous avons cité, il n'y a pas toujours d'écho favorable parce que les gens estiment que c'est un domaine budgétivore. Quand je vais investir dans les arts et de la culture maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et pourtant, il n'y a plus prioritaire. Voilà, donc elle n'est pas retenue comme une priorité. Alors que la culture, elle est un domaine de souveraineté par excellence. Si on avait su, on devrait investir dans la culture au même titre que la santé, la sécurité, et ainsi de suite. Parce que là où la diplomatie échoue parfois, la culture peut permettre d'atteindre des résultats. En effet. Vous voyez. Donc, comme obstacle, il y a le manque d'une politique culturelle conséquente. Je vais aussi évoquer les effets néfastes de la mondialisation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons désormais dans un village planétaire où il y a enchevêtrement entre les valeurs. Et dans ce village planétaire, l'un des effets néfastes de ce village planétaire, c'est que nous tendons vers l'uniformisation, l'homogénéisation culturelle. Nous sommes dans un monde où les cultures fortes tendent à phagocyter et écraser les cultures les plus faibles, si ces cultures faibles-là croisent le bras. Vous voyez, quand on veut écouter la musique, on se rend compte que aujourd'hui, quelles sont les musiques qu'on veut écouter un peu partout? Les musiques et aussi américaines, quand on veut regarder des films. On a vu Nollywood pendant longtemps. Mais ça ne veut pas dire que les autres peuples n'ont pas fait d'efforts. Il faut saluer les efforts de certains peuples africains, de certaines nations africaines à ce niveau, qui ont réagi également, comme Nollywood par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, le nombre de films produits par Nollywood met en défi, ça défie la production cinématographique américaine. Vous voyez. Et les contenus de ces films reflètent les réalités africaines. Parce que nous, on ne se retrouve pas toujours dans les films américains où quelqu'un a sauté du 110e étage, il prend un pistolet, il tire sur... Ce n'est pas nos réalités. C'est normal. C'est pas nos réalités. On se retrouve plus dans l'univers cinématographique africain tel que cela nous est offert par l'industrie Nollywood. Donc, les effets néfastes de la mondialisation faite d'homogénéisation, d'uniformisation culturelle font que si on y prend garde, nos cultures auront du mal à rayonner. Pourquoi? Parce que les pays, les puissances économiquement
fortes, les pays économiquement forts, qui s'imposent, disposent de grands médias planétaires. Et ce sont ces médias-là qui leur permettent de diffuser leurs produits culturels. Mais nous autres, malgré tous les efforts que nous faisons, tant que nous n'avons pas des médias continentaux, des médias, de grands groupes médiatiques qui vont diffuser nos productions, nous allons rester éternellement dans la position de consommateurs éternels. Vous voyez, nous ne ferons pas partie du jeu. On va subir le jeu. Mais je sais qu'une prise de conscience est en train d'être effective au niveau du continent. Et je pense que si le même rythme est maintenu, je sais que beaucoup de choses vont changer d'ici quelques années. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons passer, car nous sommes presque à la fin, nous allons passer à la dernière question. La culture peut-elle influencer les politiques étrangères africaines? Oui, la culture peut influencer les politiques étrangères africaines à condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous mettions en place une véritable politique de rayonnement culturel. Comment rayonne-t-on à l'étranger? C'est-à-dire, comment la France peut-elle rayonner dans les relations internationales? La littérature. Vous voyez, quand Macron se déplace quelque part, bien qu'il sache bien rouler l'anglais, mais quand il prononce un discours en tant que président de la République française, il va parler d'abord le français. Dans les couloirs, peut-être en tête à tête, il peut parler l'anglais pour faciliter les échanges. Quand Xi Jinping, je vous l'ai dit tout à l'heure, Oui. donc, quand nous on se déplace, on fait quoi? C'est ça. Il faut qu'on mette en place une véritable politique culturelle qui nous permettra d'affirmer notre souveraineté. Okay. C'est ce que moi je peux dire par rapport à cette question. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que ça peut nécessiter des efforts. Mais tout ce qui nécessite des efforts n'est pas nécessairement impossible. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur Radi, de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cet épisode. Ça fait vraiment plaisir de comprendre la culture africaine sur cet angle-là. Vous n'avez pas un mot d'ordre de fin? Merci, Madame Sodji, Emmanuela. C'est avec un grand plaisir que je viendrai chaque fois que vous m'inviterez dans votre studio pour répondre aux problématiques qui touchent au rayonnement de la culture africaine. Je vais terminer en disant que l'Afrique est un pays et est un continent riche de sa culture. Et on dit toujours que la culture, c'est tout ce qui reste lorsque l'on a tout perdu. Malgré les invasions qui ont eu lieu pendant l'Antiquité, malgré l'esclavagisme transsahélien et sahélien, malgré l'esclavagisme transatlantique, c'est-à-dire occidental, malgré la colonisation. Mais ce peuple est un peuple béni de Dieu. Ce peuple résiste toujours. Si ce que l'Afrique a subi avait été fait à d'autres peuples, je vous jure qu'on va peut-être entendre parler de ces peuples au passé seulement. Beaucoup de peuples n'ont pas vécu autant d'agressions dans leur histoire avant de disparaître totalement de l'histoire. C'est pourquoi je dis, si, malgré tout ce que nous avons vécu, nous existons encore et que des pans importants de notre culture existent encore, c'est que nous avons le devoir d'impulser une renaissance africaine. Cela est encore possible. Je vous remercie. Merci, monsieur. Chers internautes, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce podcast qui était l'Afrique et le monde. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Ici, on apprend, on réfléchit et on grandit ensemble. Je vous remercie. À nous revoir au prochain épisode. Merci.